Bombolo l'Afrique. Vous êtes sur Akoum Radio, la radio des sonorités africaines, 98.3 à Libreville, akoumradio.fm sur notre site et sur notre application disponible sur Play Store. Bienvenue au mic avec Miss Bouloualou, votre programme qui vous fait découvrir les personnalités africaines. Dans les personnalités locales, il y a celles qui font briller le vert jaune bleu à l'échelle continentale et intercontinentale. Que ce soit pour du stand-up, la musique ou même au petit écran, cet homme est présent partout et ce depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, dans les studios de la radio des sonorités africaines, nous recevons Oumar Dieng de Nanette, Magloire Kumba des deux parents mode d'emploi, le général des forces armées du rire, monsieur le président Omar Defunzu Ongenge passe au mic avec Miss Bouloualou. Omar Defunzu, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. C'est un plaisir de te recevoir ici parce que nous, on veut de tes nouvelles. Depuis quelque temps, j'ai remarqué qu'on te voit un peu partout. C'est quoi les nouvelles de Omar Defunzu? Les nouvelles chaudes, c'est la préparation de l'organisation du prix Jeunes Talents du Rire qui va avoir la participation de 18 jeunes humoristes qui vont compétir pour ce prix. Alors, prix Jeunes Talents du Rire, d'où est-ce que t'es venue l'idée? Ok, le projet est né en 2012 après ma formation à l'école de One Man Show de Paris. J'ai ouvert un labo et ensuite l'année qui a suivi, le Festival international de l'humour africain, l'OFIA, qui est un festival qui est réservé pour les humoristes professionnels. J'ai ouvert cet espace-là pour donner une vitrine aux jeunes pour pouvoir s'exprimer. Et donc on a eu l'édition de 2013, l'édition de 2016. Ces deux éditions ont primé des humoristes dans le cadre de ce prix. Maintenant, vu que le festival est un peu en berne depuis des années, donc on a extirpé ce projet-là pour le mettre comme un projet à part entière et puis promouvoir les jeunes talents de l'humour. Alors, tu as reçu plus de 100 vidéos en inbox. 150, ouais. Waouh, plus de 150 vidéos. Comment est-ce qu'on fait pour choisir 18 personnes au milieu de 100 vidéos? On a eu un comité de visionnage qui a été mis en place et puis on a sélectionné. Au départ, c'était prévu de retenir 16 humoristes, mais on en a rajouté 2 pour donner la chance aux meilleurs qui ont envoyé leurs textes et leurs vidéos. Attends, les 100 vidéos, c'est seulement des Gabonais qui ont envoyé les vidéos? Seulement des Gabonais, mais on a eu aussi des propositions je pense, du Sénégal, de certains pays de la sous-région. C'était quoi d'abord les critères de sélection? Parce que partir de 100 à 18, c'est vraiment un gros tri. Justement, c'était un fourre-tout. Les gens ont envoyé un peu de tout. Nous, ce qu'on recherchait, c'était des humoristes qui font dans le stand-up. On a reçu des vidéos des gens qui font des films, qui font des sketchs en groupe. Nous, ce qu'on recherche, c'est un humoriste qui vient seul face à la scène avec ses textes et son décor pour pouvoir affronter le public et les membres du jury. Du coup, est-ce que ça a été difficile de faire le choix? En gros, ça n'a pas été totalement difficile parce que la majeure partie des textes, disons des vidéos qu'on a reçues, c'était des vidéos des candidats que nous ne recherchions pas, s'ils ne répondaient pas aux critères. Donc on a dû choisir entre une bonne trentaine qui répondaient aux critères qu'on avait définis pour pouvoir choisir les 16 et au final on a choisi 18. Quel était le critère le plus important pour toi? Le plus important, c'était déjà d'écrire parce qu'on a besoin des professionnels de l'humour. Ceux qui ont écrit, on a privilégié ceux qui ont déjà la faculté d'écrire parce que c'est l'une des choses les plus difficiles à faire dans le métier. Il y a des gens qui font des sketchs sans pouvoir les écrire, mais là on a besoin des gens qui ont déjà l'habitude de l'écriture. Donc, et après l'écriture? Après, maintenant, il fallait que le texte tienne la route, il fallait qu'il y ait quelque chose de risible, mais il y a des gens qui ont envoyé des textes qui n'étaient pas totalement... Les procédés n'étaient pas respectés, mais on sait qu'il y a de la matière, on les a retenus pour pouvoir les encadrer, leur donner les rudiments d'écriture pour pouvoir compétir. Quels sont les avantages que présente le prix Jeunes Talents du Rire? C'est une formation qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a des certifications? La certification, c'est juste pour, juste pour la documentation. Mais sinon, en réalité, lorsqu'on demande un humoriste, on ne lui demande pas où il a été formé, est-ce qu'il a un diplôme. C'est son talent
qui va faire en sorte qu'il ait des marchés, qu'il joue, qu'il participe à des événements humoristiques. Donc, le premier avantage, c'est qu'ils vont bénéficier d'un encadrement des professionnels. Ils seront encadrés par Vapa Scripta, qui est une structure d'écriture locale, et Vapa Scripta sera appuyé par des humoristes professionnels qui vont revenir de la France, dont Phil Darwin, Samir Rosman, que vous avez reçu ici. Ils vont être de la partie pour les encadrer. Et après ça, hormis le prix qui est à 1 million pour le lauréat, il va bénéficier d'une bourse de promotion, de positionnement à l'international de 4 millions de francs CFA. Les 3 finalistes qui vont l'accompagner auront chacun d'eux 250 000 francs. Ensuite, ils auront un spectacle de finalistes qu'on va organiser en décembre. Par la suite, on fera venir des professionnels de l'écriture pour venir encore les encadrer pour qu'ils aient davantage du métier à... Alors, le prix Jeune Talent du Rire, c'est beaucoup de mois de travail finalement. Beaucoup de mois, oui, effectivement, c'est beaucoup de mois de travail. Là, on rentre dans la phase d'exécution même, donc il n'y a plus de sommeil permis, il n'y a plus de repos. Les dimanches, on travaille 7 sur 7. Alors, une tournée africaine comme récompense, est-ce que ça veut dire que Omar Defounzou sera aussi en tournée ou bien ce sera juste les jeunes qui seront en tournée? Je serai obligé de les accompagner dans certaines... Et ce ne sera pas le spectacle d'Omar Defounzou, non? Ou bien ce sera juste pour les jeunes? C'est le lauréat qui sera mis en valeur. Okay. On va l'amener, par exemple, sur les plateaux de télévision à Abidjan, sur les plateaux de télévision à Dakar, sur les plateaux de télévision à Douala. C'est lui qui sera mis en avant. Moi, je vais venir avec lui pour le présenter et le reste sera à lui de faire la suite. On a un partenariat avec le Parlement du Rire, on a un partenariat avec l'Africa Stand-Up. On va négocier avec le Bonjour pour qu'il participe au Bonjour de 2012 si c'est possible. 2023, pardon. Alors, il y a le prix Jeune Talent du Rire et il y a le Defounzou Comedy Club. Quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que le Defounzou Comedy Club est un espace qui est réservé pour les jeunes de l'école de formation au métier de l'humour. Donc, lorsqu'ils sont formés, cet espace-là, c'est le Defounzou Comedy Club, ce qui est une émission télé que nous allons relancer, vu qu'aujourd'hui, les activités de l'école sont en berne. Donc, on a cette activité principale qu'est le prix Jeune Talent du Rire, qui regroupe les jeunes humoristes. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les deux projets soient en berne et le Defounzou Comedy Club, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Defounzou Comedy Club, pour exister, il faut qu'il y ait des élèves à l'école de formation au métier de l'humour. Okay. Maintenant, pour que le projet persiste, on avait déjà des partenaires qui nous accompagnaient dans ce projet. La grosse charge était le bâtiment qui nous coûtait 2 millions de francs par mois et qui devait être supporté par un de nos partenaires. Et à cause des restrictions dues à la pandémie de Covid-19, on a dû suspendre les activités, et comme la contrepartie qu'on devait réserver aux partenaires, c'était la visibilité, on ne pouvait plus organiser des événements de plus de 30 personnes, donc on ne pouvait plus assurer la visibilité de nos partenaires. Donc on a dû surseoir d'abord le projet, et puis on va voir en quelle année on va l'exhumer, peut-être dans 2 ans ou 3 ans. Dans 2 ans ou 3 ans? Oui, parce que l'idée, c'est d'avoir nous-mêmes notre propre bâtiment, parce qu'en gros, lorsque je conçus le projet de l'école, c'est qu'il y ait un internat, une cantine. Durant les 2 années, ils sont là-bas, ils ne font que ça pour se faire sortir des véritables professionnels de l'humour. C'est complètement une école du rire. Une école, oui. Ils vont apprendre le français, ils vont apprendre l'anglais, parce que l'idée, c'est que dès qu'ils sortent de là-bas, ils doivent pouvoir s'exprimer sur le marché anglophone et francophone. Ils vont en bénéficier d'un encadrement sur la gestion des finances, sur le développement personnel, sur plein de choses sur le côté administratif. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disparaissent dans le métier, pas parce qu'il leur manque de talent, mais c'est parce qu'il leur manque de l'organisation. Tu te donnes beaucoup pour les autres. Est-ce que c'est une mission que tu t'es donnée à toi qui n'a pas fait de longues études? Et justement, parce que moi, je ne voudrais pas que certains jeunes vivent ce que moi j'ai vécu. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont la même volonté que moi, qui ont la même endurance que moi. Donc moi, en tant qu'aujourd'hui l'un des doyens de l'humour, mon rôle, c'est de pouvoir transmettre la connaissance, d'encadrer les gens, organiser ce métier de telle sorte que ça devienne une industrie comme le football. Parce qu'aujourd'hui, si le
football est le sport roi, c'est parce qu'il mise sur la formation, l'encadrement, ce qui fait que chaque 2 ans, il y a un nouveau talent qui naît. Et puis, ça ne fait qu'entretenir le domaine. Alors, Omar Defounzo, on a beaucoup parlé des autres, mais Oui. parle-nous d'abord de toi. Qu'est-ce que tu nous prépares? C'est quand ton spectacle? On veut te voir aussi sur scène. C'est vrai que tu es le doyen, mais quand même, on a le droit de te voir sur scène. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis en place un nouveau plan de carrière sur 4 ans. Et ça s'appelle le New Start. Donc, c'est un nouveau départ. Parce que je veux dire que quand j'ai commencé ma carrière autour des années 98, j'ai mis un plan de carrière sur 20 ans. Et je l'ai épuisé. Et donc, j'ai eu une période de flottement. Donc, tu as réalisé tout ce que tu avais écrit pendant toutes les 20 années. Justement. Parce que pour arriver jusqu'à ce niveau, il faut avoir un tableau de bord. Savoir quel est mon but et quels sont les objectifs qui vont me permettre d'atteindre ce but-là. Et donc là, je réorganisais encore le travail. Et ça, le prix Jeune Talent, ça rentre dans le cadre de mon plan de carrière parce que je m'étais dit, à un certain âge dans le métier, il faudrait que j'arrive à rendre à l'humour ce qu'il m'a donné. Et ça passe par la formation, ça passe par l'encadrement, ça passe par l'organisation du métier. L'organisation du métier. Donc, il faut dire à mes auditeurs, est-ce qu'il y a un spectacle qui arrive? Nous, on veut le spectacle. On veut voir Omar Defounzo, lui-même le chef donner du stand-up. l'exclusivité à Com Radio. Je prépare mon nouveau spectacle qui s'appelle Quoi de neuf? Et c'est pour quelle année? 2022, 2023? On n'aura pas peut-être fini 2022 que ce sera déjà prêt. Certainement, ça va se faire dans la foulée du prix du spectacle des finalistes du prix Jeune Talent du Rire. Très bien. Donc, chers auditeurs, j'espère que vous êtes bien connectés et que vous avez consommé l'exclusivité. Après, il n'y a pas que le spectacle. Il y a la deuxième saison de la série Le Clandomane qui va revenir. Il y a une nouvelle série que je suis en train de mettre en place qui s'appelle Monsieur le Président. Il y a plusieurs activités dans le cadre cinématographique aussi qui vont naître. Et bien évidemment. En parlant du Clandomane, raconte-moi un peu. Ça part de quoi? Est-ce que c'est parce que tu as l'habitude de prendre le clando ou ce sont les expériences d'autres personnes que tu nous as partagées dans la première saison? Le personnage de Dieudonné, c'est une histoire que moi-même j'ai vécue. En 2005, j'ai acheté un véhicule pour faire clando et j'ai vécu toute... Attends. J'ai vécu toute cette misère. Toi, Omar Defounzo, tu as été clandomane? Non, je n'ai pas été clandomane. Alors, j'avais un neveu qui venait tout le temps me voir et puis m'expliquer tous ses problèmes. Moi, je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu peux faire au lieu que tu viennes m'embêter tout le temps? Il me dit, moi, si j'ai un permis, je vais faire taxi. J'ai dit, ok, ça tombe bien parce que moi-même aussi, je suis en train d'acheter une voiture que j'ai envie de mettre en taxi. Mais comme les procédures pour avoir un taxi étaient un peu longues et très coûteuses, je lui ai dit, bon, on va faire clando. Je lui ai dit, tu vas garer à 21h au plus tard. Il dit, va garer chez lui. Non, j'ai dit, tu ne vas pas garer chez toi, tu vas venir garer ici à la maison. Le premier jour qu'il a pris le taxi, il est venu à minuit. Il est venu à minuit et il avait 9000 francs. Il n'a pas lavé la voiture, il n'a pas mis le plein. Wow. Il m'a dit vraiment, il y avait des problèmes avec il n'y a pas de clients. Ok. Il revient le lendemain, il vient à 3h du matin. Oh. J'ai dit, mais c'est quoi ton problème? Il me dit, non, moi, en fait, je suis venu à 3h parce qu'il me fallait travailler. Demain, je dois aller en Dendé. Je dis, bon, quand tu vas en Dendé, tu vas pour combien de temps? Il me dit, 2 semaines. Je dis, bon, pendant les 2 semaines, la voiture fait quoi? Il dit, non, ça doit m'attendre. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Il va en Dendé, il passe 2 semaines, il revient. Et chaque jour, c'était le même montant fixe alors qu'il devait me remettre 15 000 francs. Il me remettait 9 000 tous les jours. Et après, je lui ai posé la question, attends, c'est toi qui ne vois pas les clients ou c'est les clients qui ne te voient pas? Parce que je ne comprends pas pourquoi à chaque fois tu amènes le même montant fixe, tu n'as pas vu les clients, tu n'as pas lavé la voiture, tu n'as pas mis le plein, tout ça. Moi, je ne comprends pas. Et la goutte d'eau qui avait débordé le vase, c'est qu'un jour, il m'appelle, il me dit, on m'a braqué. Et on t'a blessé? Non, ok. La voiture est où? C'est là, ok. Amène la voiture. Il dit, heureusement, j'avais caché les 9 000 dans la malle arrière. Je dis, ok, donne-moi en même temps les clés. Parce que mieux on arrête comme ça. Et ça a été un gros procès au niveau de la famille. Et pourquoi tu lui arraches la voiture? Je dis, non. On a commencé déjà à le braquer. Demain, on va lui faire du mal. Toute la voiture. Voilà. Faut mieux. J'ai pris la voiture, j'ai donné à un autre encore. Lui, là, il m'appelle un matin. Il me dit, on a volé la batterie. Il allait dormir au motel. Et on a volé la batterie et... Comment on appelle encore hein? Ce qui refroidit le moteur, là. Comment on appelle ça? Le radiateur? Le radiateur, voilà. Waouh.
J'ai pris un autre. Lui, il allait tranquillement. Après, il a disparu pendant une semaine. Je n'avais pas de nouvelles de lui. Avec la voiture? Oui, je n'avais plus de nouvelles de lui. Je ne voyais ni la voiture, ni lui-même. Il m'appelle un jour, il me dit, bon, moi, je suis habitant, ta voiture va à tel endroit, j'ai déposé ça là-bas. Si tu veux. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai récupéré la voiture. J'ai dit, bon, on en finit avec ça. Moi-même, si je casse ma voiture, je casse, c'est tant mieux. Mais plus jamais de clando. C'est un peu toutes ces péripéties-là que j'ai vécues et que j'ai traduit dans la série Le Clandoman. La série Le Clandoman, mais ça n'a pas commencé avec la série Le Clandoman. Moi, je veux qu'on parle de certains. Parce que tu as commencé en audio, on te voit sur scène, mais tu as commencé avec des audios comme par exemple La Cuillère en or avec ton homonyme. Oui, à l'époque, on n'était pas très vidéo comme aujourd'hui. On enregistrait des cassettes et puis on les diffusait à la radio. On les vendait. Le marché du disque fonctionnait encore très bien. Et ce qui fait que les gens m'ont connu au Congo, au Cameroun, à travers mes œuvres, mais sans savoir qui c'était. Donc la première fois que je suis arrivé au Congo, par exemple, moi, comme je me balade souvent avec mon appareil photo, et tout le monde me disait, oh, photographe, fais-moi une photo. Et le soir du spectacle, les gars, ils me disent, je vois d'abord une délégation qui part de Pointe-Noire. Ils ont des banderoles, ils sont les fans de Defunzu, tout ça. Mais jusque-là, moi, je leur fais des photos. Mais c'est lors du soir qu'ils me disent, mais Osando Kita, tu es un sorcier. Donc c'est toi, Defunzu, tu es en train de nous faire des photos d'épis, là. On pense que c'est un photographe. Donc c'est toi. Non, mais parlons de La Cuillère en or, parce que ça fait partie de certains de tes sketchs les plus écoutés. Raconte-nous un peu l'histoire. Est-ce que c'est vraiment du vécu? C'est d'abord la première question. Non, ce n'est pas... C'est complètement imaginé. C'est imaginé, oui. Et moi-même, au départ, lorsque j'avais écrit ce sketch-là, ma femme avait peur. Elle s'est dit, mais toi, tu vas raconter des histoires comme ça. Et ce qui fait que le jour où la première fois, on me sollicite pour jouer devant le chef d'État, et un de ses conseils me dit, il faut que tu joues ça parce qu'il aime. Je dis, est-ce que c'est pas un moyen pour me faire arrêter une bonne fois, tout ça? C'était quoi son retour? Non. Vous en avez discuté tous les deux? Avec qui? Avec le père Omar Bongo. Il a tellement incité. Ce jour-là, je suis allé 6 fois aux toilettes avant ma prestation. J'étais tellement stressé. Et c'était la première fois que je joue devant Omar Bongo. Et moi, quand j'étais jeune, mon père me disait, hey, le nom là, on ne prononce pas. Et la première fois, on me dit, tu vas jouer devant le chef de l'État. Mais j'ai passé une semaine, je ne faisais que rêver que de ça. Mais j'ai stressé pendant 2 semaines. Le temps où on m'a annoncé la nouvelle, jusqu'au jour de la prestation, même, je ne faisais que stresser. Ce qui a été extraordinaire, c'est que quand j'ai commencé à jouer, au milieu du sketch, j'ai vu le chef de l'État pleurer de rire. Il a pleuré de rire et lorsque j'ai terminé, je suis allé dans les coulisses. On est venu me chercher, on m'a amené jusqu'à sa table et c'est comme ça qu'on est devenus véritablement amis. Et à chaque fois qu'on se voyait, je jouais d'autres sketchs, il m'appelait toujours, raconte notre histoire des États-Unis. À part La Cuillère en or, on a Mangana. Ça, un de tes sketchs les plus connus. Est-ce que ça a été bien reçu de la communauté ghanéenne ici au Gabon? Oui. Ça m'a fait beaucoup d'amis avec, comment on va dire ça, du côté anglophone. Donc les Ghanéens, les Nigérians, ça m'a fait beaucoup d'amis. J'arrivais à la gare routière et comme moi j'aimais manger leur nourriture, food is ready, sauce okra, sauce agwese, tout ça là. Et donc j'avais toujours des amis qui m'invitaient, viens, tu vois ça, c'est toi, tu es notre frère. Toi, tu n'es pas gabonaise. Toi, tu es notre frère. Et boss straight canon hier. Non, ça a été la plus grosse expérience avec le rire à gogo. Ce qui est extraordinaire avec ce sketch, parce que ce n'était pas un sketch qui était prévu. On enregistrait 5 sketchs pour la semaine. Et ce jour-là, on arrive, on enregistrait 4 et il manquait un sketch. Donc c'est un sketch totalement improvisé, mais qui est venu bouleverser l'ordre des choses. Parce que c'est devenu le sketch mythique. Partout où on passait, on nous demandait, et moi ça m'agaçait souvent. Il y a des cérémonies où je disais, je ne joue pas ça, c'est quoi? Les sketchs qu'on a répétés, les gens ne veulent pas écouter ça, on veut juste écouter ce qui est improvisé. Vous êtes au premier sketch, les gens crient déjà, Mangana, Mangana. Et jusqu'à aujourd'hui, je croise des gens qui me disent, tu peux tout faire, hein. Tu fais tes sketchs, mais ça ne peut pas dépasser Mangana. Classique. Ouais, c'est le classique, ouais. C'est le classique, mais ton nom aussi est un classique. Pourquoi Omar Defunzu Ongenke? Parce que tu n'aimes pas trop qu'on cite ton vrai nom. Ouais, c'est trop compliqué. Non, franchement, je préfère pas essayer. Voilà. Mais pourquoi avoir choisi ce nom de scène? Est-ce que ton propre nom était un peu trop lourd à supporter quand tu étais plus jeune? Non, bon, moi, Omar, c'est-à-dire que dans les années
80, je pense que j'étais encore à Lambaréné et j'ai découvert la religion musulmane par le canal d'un grand frère du quartier malien qui était musulman. Il avait sa boutique à côté et comme il m'appréciait bien, il me dit toi il faut que tu sois musulman. Donc je me suis converti à la religion musulmane et mon nom à la religion musulmane c'était Omar Abdelaziz. Voilà, donc après, lorsque j'ai commencé ma carrière, en souvenir pour l'expérience que j'ai passée dans cette religion-là, j'ai gardé Omar. Et puis des Funzu, on va dire c'est des comme par exemple de Mouila, mais fou, chez nous en Pounou, on dit que quand tu sors de l'eau, le premier geste que tu fais c'est fou. Nzu, on dit pas au matin du Congo, lui est Nzu. Donc c'était pour dire que c'est quelqu'un qui sort de nulle part pour toucher les cœurs des gens. C'est ça un peu la signification de Et Ongenge alors? Ongenge, il y avait une famille à Lambaréné du Haut-Togo et mon père s'appelait Mungenu et comme il n'arrivait pas à appeler Mungenu, on l'appelait Ongenge. Tu comprends? Les terrains pour Ongenge là, il y a trop de cailloux là-bas. Tu passes là, tu vois son chèque, chauffage, comment tu as te poussé virtuellement comme ça. Et donc lorsque Omar Bongo a ajouté le nom de son père Ondimba, je me suis dit, vu que nous sommes des homonymes, oui. Il ajoute Ondimba, moi j'ajoute Ongenge. Alors c'est réfléchi, c'est toute une histoire en fait. Oui. Omar Defunzu Ongenge. Alors j'ai quelques commentaires que j'ai lus sur le web sur toi. Il y a quelqu'un qui a dit que, je cite, le meilleur de tous les comédiens francophones, Omar Defunzu. Ah bon, moi je le lui concède, c'est lui. C'est lui s'il pense. Et puis c'est une question de sensibilité. Lui, il va trouver en moi le meilleur. D'autres vont trouver peut-être que je suis le plus nul. Moi, je suis parfaitement d'accord avec les avis de tout le monde parce que même Dieu ne fait pas l'unanimité. Qui suis-je pour pouvoir faire l'unanimité? Alors, on a un autre où on nous dit Omar Defunzu, tu as tous mes encouragements. Bravo de penser à cette jeune génération qui rêve également de suivre tes pas, voire aller plus loin. C'est le Gabon et l'Afrique même qui gagnent. Justement, l'idée derrière tous ces projets, c'est de mettre en lumière l'humour et de montrer qu'on peut parler du Gabon non que par son pétrole, non que par son bois, par sa forêt, par ses minéraux. Et aujourd'hui, l'humour, je peux dire que l'humour, c'est le présent et le futur de l'art. Il n'y a qu'à voir comment il est devenu en pleine expansion. Il n'y a qu'à voir la résilience avec laquelle l'humour s'est manifesté lors de la période de Covid-19. S'il n'y avait pas tous ces jeunes-là qui sont nés pour pouvoir entretenir les gens seraient rentrés en dépression. Imaginez, les gens sont confinés chez eux et puis il n'y a personne pour les faire rire, il n'y a personne pour les détendre, tout ça là. Les gens seraient dans la dépression totale. Donc l'humour aujourd'hui, on va dire que je me bats pour que ce soit la locomotive de l'art au Gabon. L'humour, on parle aussi de connexion avec le grand public. Laquelle de tes scènes à l'international, sur scène, c'est dans quel pays où tu as senti que tu étais vraiment en connexion avec le public? Je peux dire que partout, il y a des endroits où je suis arrivé, je n'étais pas connu, mais déjà, quand je commençais ma carrière internationale, je payais des billets d'avion moi-même et j'allais. La première expérience, c'est 2003. Je suis allé au Cameroun, je ne connaissais personne. Mes parents pleuraient, moi, on va te tuer là-bas, tu connais qui? J'ai dit, mais eux, quand ils viennent ici, qui les tue? Donc, j'arrive au Cameroun et j'avais comme référence, humoriste de référence, Chop Chop. Sauf qu'il n'était pas accessible parce qu'il ne me connaissait pas. Donc, je n'ai pas pu le rencontrer. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui a bien voulu m'accompagner, m'aider. Il m'a sorti de l'hôtel de référence, donc à quoi qui me coûtait 30 000. Pour lui, il trouvait ça cher alors que moi, j'avais mon budget prévu. Il m'a mené dans un hôtel abordable de 10 000 francs, mais j'étais proche du marché où je voulais faire mes courses. Et donc, il m'a accompagné à une foire d'une boisson, je ne vais pas citer le nom ici. Et quand je suis arrivé à la foire, il y avait une programmation. Je lui dis, mais est-ce que je ne peux pas passer sur le plateau? Il va voir les organisateurs. Et les gars, ils lui disent, non, tout est déjà programmé. On ne peut pas prendre quelqu'un. Et puis, il revient d'où même? Oh, c'est un Gabonais. Est-ce qu'il y a les humoristes au Gabon même? Laisse-nous ça. Donc, par chance, il y a un humoriste qui était en retard. Et le gars, il vient, il dit, oui, le gars est-ce qu'il peut passer? On a un artiste qui est en retard. Et il dit, mais je ne vais pas t'annoncer comme un Gabonais, je vais t'annoncer comme étant un Ivoirien.
Parce que tu t'annonces comme un Gabonais, ça ne va pas marcher. Donc, quand j'arrive, il m'annonce, voici un humoriste ivoirien, tout ça. Et moi, quand j'arrive, je dis non, moi, je ne suis pas ivoirien, je suis Gabonais. Les gens commencent à crier. Oh. Mais au bout de 5 minutes, tout le monde était d'accord. Quand je suis descendu, les gens criaient le Gabonais, le Gabonais. À l'époque, je ne prenais pas encore d'alcool. Ils sont venus me déposer les boissons là. J'étais perdu. Et il y avait la directrice du Fescari. C'était un festival de caricature et d'humour de Yaoundé qui est venue me rencontrer et qui est venue jusqu'à Libreville pour signer le contrat avec moi. Je suis parti. Donc, toutes les scènes ont été des magnifiques souvenirs. Il y a la scène avec mon ex à Bercy, parce que c'est quand même une salle mythique qui a vu passer plusieurs artistes de calibre, on va dire, mondial. Donc le fait de jouer seulement sur ces planches-là, où je sais qu'il y a des gens comme les Kofi, les Werrason qui ont joué là, moi en tant qu'humoriste, c'était vraiment magique. On parle de tes scènes, on parle des scènes de Omar Defunzo. Est-ce que c'est toi qui écris toutes tes scènes? Oui, j'écris toutes mes scènes depuis le début de ma carrière, sauf que pour mon nouveau plan de carrière, j'ai pris attache avec des jeunes qui ont travaillé déjà avec moi et qui sont devenus des auteurs. Je travaille avec eux pour l'écriture, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus que simple humoriste, je deviens chef d'entreprise, j'ai beaucoup de projets à gérer, je n'ai plus suffisamment de temps pour écrire, donc souvent on fait des séances, je vais avec le brainstorming, c'est moi-même qui connais mes sensibilités au niveau d'écriture, je connais un peu la scène. Donc, souvent, je termine l'écriture moi-même selon comment je sens le sketch. Ça veut dire que l'humour paye au Gabon? L'humour paye, et tous les métiers payent, je pense, parce que je ne comprends pas pourquoi certains artistes passent sur les plateaux et disent qu'ils ne vivent pas de leur art. Je vous prends juste une expérience. Quelqu'un prend un spectacle, il a 300 000 francs. Quelqu'un va faire un mois pour avoir les 300 000. Qui ne vit pas de son art? Moi, de toutes les façons, je ne peux pas m'asseoir sur un plateau et puis dire que je ne vis pas de mon art. Mais mes enfants, ils vont se demander, mais papa, tu construis avec quoi? Tu achètes les maisons avec quoi? On a Internet avec quoi? On a les chaînes avec quoi? On a tout ce qu'on a avec quoi? Et puis, il ne faut pas tuer les talents des gens. Il y a des gens qui veulent faire comme vous. Mais si déjà vous dites que vous ne vivez pas de ça, il faut, le gros problème pour certains, c'est une question d'organisation. Quand on a 300 000, on pense que comme on va encore avoir un autre spectacle, il faut qu'on finisse tous les 300 000. Moi, comment j'ai fait par exemple pour réaliser mon festival en 2008? De 98 à l'année à laquelle j'ai créé le festival, j'ai dû économiser 10 ans durant. Donc je faisais, quand j'ai 300 000, je prends 250 000, je dépose dans un compte, je prends 50 000, je m'organise avec ça. Ce qui fait que quand je suis arrivé, 10 ans, j'avais déjà 15 ou 20 millions dans le compte. Ça m'a permis de réaliser le festival parce que je savais que les gens ne me connaissaient pas en tant que producteur d'événements et qu'on ne me ferait pas confiance. Et que c'était à moi de démontrer ma capacité à pouvoir organiser des choses. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, je vais prendre quelques phrases que tu as dites dans certains médias, comme dans Simple Thérapie avec DJ FMK. Tu lui disais, ne pas réussir ses études n'est pas une fatalité. Effectivement, il y a des gens qui ont ils vont vous dire des choses qui peuvent vous choquer en apparence dès le début. J'ai un frère qui dit, si tu veux réussir dans la vie, ne fais pas l'école et ne tombe pas amoureux. Si toi on te dit ça, tu comprends ça comment? C'est parce qu'on m'a appris, c'est vrai. Voilà, déjà, tu vois. Nous, en gros, on nous a pas appris la culture du travail. Vous allez aller chez les autres, à 5 ans, un enfant, il travaille déjà. Il aide sa mère à disposer la table, les marchandises sur la table. Nous, les enfants, dès qu'ils ont fini l'école, on va dire, il va en vacances, il faut qu'il joue. Non, mais vous le préparez au travail comment? Moi, j'ai eu une chance, mon père, chaque vacances, il me disait, cette vacance, tu vas aller travailler dans un garage, tu vas aller travailler dans la menuiserie, tu vas aller travailler chez tel. On ne me payait pas, on le payait lui pour que je l'aide à payer mes fournitures. Donc, ce n'est pas une fatalité. Si vous voyez la majorité des gens qui n'ont pas d'emploi, qui ne travaillent pas aujourd'hui, c'est des gens qui sont là à l'école. Ils ont des diplômes, ils sont là, ils sont au chômage. Et comme ils ne savent rien faire d'autre que ceux qui sont là à apprendre à l'école, aujourd'hui, la fonction publique a atteint ses limites. Aujourd'hui, avec la Covid-19, les entreprises ne recrutent plus. Ils n'ont pas la culture du travail, donc ils sont là, ils errent, ils patientent. Et ce que je regrette, c'est que j'ai vu des étudiants gabonais, par exemple en France, qui travaillent dans des vignes. Mais en attendant votre emploi, vous pouvez faire des vignes ici, mettre en pratique cette expérience que vous avez acquise lorsque vous étiez en France à travailler dans les vignes. Moi, ce n'est pas une fatalité. Pourquoi? Parce que
on peut corriger ces erreurs. Et moi, je pense que la plus grande école, c'est l'école de la vie. Je vais du principe qu'avant qu'il y ait l'école conventionnelle, c'est les autodidactes qui ont dû mettre en place ça. Donc moi, je réfléchis comme ces autodidactes-là qui ont conçu des choses pour que ça devienne conventionnel aujourd'hui. Et aujourd'hui, lorsque je discute avec des gens, on pense que j'ai fait des hautes études, mais on peut se rattraper. Moi, je me suis arrêté en 5e et donc j'ai dû acheter des livres de grammaire, de conjugaison, d'orthographe parce que je savais que le métier que je vais faire, ça demande à manier la langue française. Donc il faut que j'apprenne. Je sais que moi-même, je suis limité à un certain niveau, mais aujourd'hui, ça me permet d'exercer tranquillement ma profession. Est-ce que tu penses, comme certaines personnes, que le Gabonais est paresseux? Ce n'est pas propre qu'au Gabon. Chaque être humain a un côté paresseux. Chaque être humain a un côté paresseux. Même les Français, je connais des amis français, ils sont paresseux. Pour ceux qui vont régulièrement en France, il y a des gens, ils préfèrent rester là, toucher le RMI, je ne sais pas leur prime qu'ils ont là, pour ne pas aller au travail. Chaque être humain a un côté paresseux. Et moi, je pense que nous devons nous lever pour pouvoir montrer que l'idée que les gens ont de nous n'est pas la bonne. C'est pas qu'elle n'est pas la bonne. Elle est réelle dans l'ensemble. Elle est réelle. Mais aujourd'hui, moi, je suis heureux de voir la détermination avec laquelle les jeunes étudiants se lèvent pour pouvoir vendre de la friperie, pour pouvoir être dans des salons de coiffure, pour pouvoir devenir chauffeur de taxi. Moi, j'ai croisé des Gabonais à Abidjan qui sont chauffeurs de taxi. Qui pouvait imaginer ça à l'époque? Donc, je pense qu'on doit se lever. Ce n'est pas parce qu'on a raté ses études. Peut-être que ce n'était pas là-bas ton chemin. Le gros problème avec l'ensemble des êtres humains, c'est qu'il est dans un tunnel, il marche. Au moment où il est proche de voir la lueur, il se décourage, il revient. Les obstacles, ce n'est pas fait pour les éviter, c'est fait pour les franchir. On parle des obstacles et on parle du travail. Tu as dit quelque part, je suis plutôt dans la préparation, bien que l'improvisation fasse partie du métier. Oui. Est-ce que pour toi, il faut toujours être préparé ou c'est simplement une garantie? On dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Donc moi, je pense qu'il faut préparer les choses. Le stand-up, c'est un style humoristique qui doit paraître le plus improvisé possible. Qui doit paraître. Donc, ce qui veut dire que c'est pas totalement improvisé. Okay. Son improvisation, on doit la travailler. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est de la discipline, la préparation, du coup? Tout est discipline, même la vie, c'est de la discipline. Si vous voulez réussir, vous devez être discipliné. Vous devez mettre de côté certaines choses qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. C'est ça les sacrifices auxquels on doit s'adonner. On ne peut rien avoir sans sacrifice. Moi, aujourd'hui, j'ai supprimé le regard de match. Je ne regarde plus les matchs de football dans son entièreté. Je ne le regarde plus. Je suis que les diffusions, sinon les rediffusions, sinon les résumés. Et là encore, c'est si vraiment je n'ai rien à faire. Parce que je suis allé du principe que mon premier fils a 22 ans. Il a le même âge que Mbappé. Mbappé est milliardaire. Mon fils est en train de se battre là-bas à Port-Gentil. Je comprends. Tout ça parce qu'il se dit que mon père c'est des Funzu. Il reste avec ce costume-là. Mais moi je dis Mbappé qui a l'âge de mon fils. Donc je peux être le père de Mbappé. Pourquoi je vais passer 2 heures, 3 heures de temps à regarder des milliardaires travailler? Et moi je fais quoi? Mais si le statut de ministre se communique dans la famille, pourquoi pas le statut de l'humoriste? Mais c'est ça justement. Donc ce sketch-là, ça retrace un peu, en gros, en général, nos comportements. C'est ça. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se réveille. Tu ne fais pas que de l'humour, tu fais aussi la musique. Même si ta musique est aussi humoristique, par exemple avec les Morpions. Pourquoi la musique? Est-ce que aussi c'était quelque chose que tu t'es dit, il faut que je le fasse? Et on a remarqué que tu n'es pas dans les fausses notes. Est-ce que tu as été formé dans la musique, toi? Je n'ai pas été formé, mais j'ai commencé par chanter avant de faire la musique. Quand j'étais tout petit, quand j'étais au lycée, toutes mes chansons, moi j'étais plus reggae. Mais à l'époque, quand tu fais du reggae, on pense directement que tu es un fumeur de stupéfiants, tu es un consommateur de stupéfiants. Donc c'était mal pris et par ma famille et par mon voisinage. On commençait à dire, tu vois ton petit frère là, la musique là, c'est qu'il fume avec les gars qui sont en bas là-bas. Sinon, voilà. Donc j'ai commencé, la majorité des chansons, comme Ouramou, c'était des chansons en reggae. Ah ouais? Oui, que j'ai fini par tu dois nous faire ça en reggae, Est-ce que je vais encore même me souvenir? Est-ce que je vais encore même me souvenir? Donc
C'est un peu ça. La musique et l'humour, c'est comme la musique et le cinéma, c'est juste un pas. C'est une question de sensibilité, c'est une question d'émotion. Il y a des messages que je choisis, je dis je vais les faire passer en musique, ceux-là je vais les faire passer en humour et ceux-là je vais les faire passer en cinéma. Par exemple, à Ini, je n'ai pas trouvé comment je devais le faire en humour, je l'ai mis en musique. Donc ça me donne plusieurs champs d'action pour pouvoir m'exprimer. En parlant de la musique, on te voit sur scène, tu es pro. C'est quoi ton secret en fait? Tu es polyvalent et tu arrives à être professionnel dans ta polyvalence. C'est le travail et l'organisation, c'est de mettre en place un temps pour faire certaines choses, un temps pour faire d'autres choses. Quand on fait beaucoup de choses comme ça, moi, il y a des amis qui disent que tu ne peux pas tout faire à la fois. Je dis non, tu peux tout faire tant que tu connais, tant que tu sais. Tu ne peux pas tout faire si tu ne connais pas. Parlons de Defunzo et la nouvelle génération. Quelle est ta relation avec les nouveaux humoristes? Parce qu'ils se développent beaucoup plus sur le web. Oui. Est-ce qu'il y en a avec qui tu as une relation particulière? Je n'ai pas de relation particulière avec quelqu'un, mais je m'entends avec tout le monde. Voilà, je suis ouvert à tout le monde. Les jeunes qui viennent me solliciter pour des conseils, pour des remarques, je suis ouvert à tous ces jeunes-là. Est-ce que parmi eux, il y a un avec qui tu aimerais bien travailler? J'aimerais travailler avec tout le monde. Ça dépend maintenant de mon calendrier. Par exemple, là, en ce moment, il y a des jeunes qui me sollicitent. Mais là, je n'ai pas le temps parce que je suis dans les préparatifs du prix Jeune Talent du Rire. Je verrai dans les périodes de flottement, est-ce que je pourrais donner du temps. J'ai déjà travaillé avec Roméo, par exemple, la page. Il a sollicité à ce qu'on travaille ensemble. On a étudié ensemble le texte, comment on devait le faire, tout ça, etc. Et ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé parce que parfois, ils vont te dire, certains vont me dire, bon, je tourne demain, il faut qu'on vienne. Non, moi, je ne travaille pas comme ça. Je travaille dans la préparation toujours. Il faut qu'on s'asseye. C'est quoi le thème? Comment on va le développer? Toi, tu prends quel rôle? Moi, c'est quoi mon rôle? À quel moment on fait telle ou telle chose? À quel moment on va dans la publication? Comment on peut communiquer ensemble? C'est un peu ça. Parlons de Patrick Charfery. C'est quoi ta relation avec Patrick Charfery? Patrick Charfery a travaillé à mes côtés dans le cadre de l'organisation du festival. Il a été parmi les membres du comité d'organisation. Il a contribué aussi à l'encadrement des jeunes dans le cadre du prix Jeune Talent du Rire. Il m'a aidé dans le coaching, les ateliers avec les jeunes. Et c'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, vu qu'il a déjà sa structure, je préférais lui faire confiance. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est à lui que je me suis adressé pour mon développement de carrière sur mes 4 années dans le projet New Start. C'est quelqu'un qui a travaillé à mes côtés, qui connaît un peu comment je fonctionne, comment je travaille. Et c'est pourquoi je n'ai pas que lui comme co-auteur sur ce projet. Il y a des co-auteurs qui sont en France, il y a des co-auteurs qui sont en Belgique, il y a des co-auteurs qui sont au Canada. Mais eux, le temps qu'ils vont prendre pour bien me connaître, je pense qu'ils vont prendre le temps en marche. Parlons de Aïcha Yamav, déjà 7 saisons. Comment se passe la collaboration pour Parents Mode d'Emploi? Et comme d'habitude, on a développé aujourd'hui une relation familiale, conviviale. Et aujourd'hui, on est plus que des collaborateurs. On devient une grande famille. Actuellement, d'ailleurs, il y a ma mère d'un Parent Mode d'Emploi qui est hospitalisée. Je pense qu'on l'a mis sous coma artificiel pour pouvoir la traiter. Elle est là juste à côté à Chambouillet. On est en train de voir comment s'organiser pour pouvoir accompagner la famille à la limite de moyens qu'on pourra avoir. Tu es très active sur les réseaux sociaux. Ça occupe une grande place aujourd'hui dans la carrière d'Omar Defunzo? Effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent nous-mêmes de pouvoir avoir notre propre média sur lequel on peut s'exprimer à tout moment. Parce que ce qui était difficile à l'époque, c'est que l'information que moi je pouvais véhiculer, il fallait que j'attende peut-être que le journal de 20h passe. Il fallait est-ce que la chaîne de télévision accepte que je passe mon programme? Est-ce que j'aurai les moyens pour pouvoir payer mon passage? Alors qu'aujourd'hui, j'ai ma connexion, j'ai ma page Facebook, c'est ma vitrine. Je suis en contact direct avec mes fans et puis ceux qui me découvrent. Donc aujourd'hui, c'est un outil indispensable pour tout le monde. Quel que soit le domaine d'activité, les réseaux sociaux, c'est la révolution. On ne peut pas vivre sans les réseaux sociaux aujourd'hui. En parlant de révolution, avec tous les types de contenus disponibles aujourd'hui sur le web, est-ce que tu penses que le stand-up a perdu sa place en local? Le stand-up, on peut dire que peut-être
par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, le stand-up est un peu en marge. Mais ça n'a pas changé parce qu'en réalité, même lorsqu'il y avait la télé, on voyait rarement des spectacles de stand-up. Les stand-up étaient réservés dans les salles, tout ça, etc. Et je pense que ça ne va pas changer aussi grand-chose. Pourquoi ça ne va pas changer grand-chose? Parce que l'humour, on va dire que c'est une matière facilement périssable. C'est pas comme la chanson. Quelqu'un peut facilement écouter ta chanson 10 fois dans la journée, même pendant 5 ans, il peut te voir jouer. Mais l'humour, c'est différent. Dès qu'on a déchiffré les codes que tu as utilisés pour faire rire les gens, ça devient téléphoné. Dès que tu vas commencer la vanne, il sait où tu vas en venir. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va exposer au quotidien comme ça sur les réseaux sociaux. Comment faire pour intégrer le Defunzu Comedy Club? Pour intégrer le Defunzu Comedy Club, il faut attendre déjà qu'on rouvre l'école. Et c'est des inscriptions qui sont gratuites. Je pense que... Est-ce qu'il y a une année scolaire? C'est 2 années de formation. C'est 2 années de formation dans lesquelles vous êtes encadré, vous êtes accompagné sur le plan administratif, sur le plan digital, parce qu'il y a une formation aussi digitale. Il faudrait que lorsque l'humoriste sorte de cette école-là, qu'il apprenne à manier l'outil du digital. Même s'il a des gars, un community manager, il faut que lui-même il comprenne comment ça fonctionne pour pouvoir donner des orientations, pour pouvoir donner des directives. Donc, après, je pense qu'on est allé rencontrer le directeur du Bugada pour faire en sorte que peut-être que la seule condition qu'ils auront à poser, c'était de donner 25 000 francs. C'est 25 000 francs qui vont constituer la création de son dossier au Bugada. Parce qu'on devrait aussi apprendre aux jeunes à pouvoir protéger leurs œuvres, à pouvoir travailler avec le Bugada. Et puis, si le Bugada fonctionne normalement, ils vont être payés par rapport à la consommation de leurs œuvres. C'est quoi ton secret pour l'imitation des accents africains? Bon, j'ai déjà des prédispositions à pouvoir facilement retenir des choses. C'est la première chose déjà. Et après, ça demande un long travail de répétition. Aujourd'hui, je ne fais plus trop d'imitation parce que c'est quelque chose qui prend trop de temps. Je suis un peu au four au moulin à faire plusieurs choses. Mais lorsque j'aurai du temps, je vais me remettre dans ça. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, il y a certains personnages qui m'intéressent, mais je vais les développer dès que j'ai un peu de temps libre. Pour toi, la clé du succès à l'international, c'est quoi? La clé du succès à l'international, c'est déjà d'avoir le succès dans son pays et puis aller ailleurs. Parce que même si vous allez ailleurs, ça dépendra maintenant. Il y a des gens qui peuvent aller, ils partent d'ici, ils ne sont pas connus et puis ils vont exploser ailleurs. Mais moi, je vais du principe que même lorsqu'on dit qu'on n'est pas prophète chez soi, si on veut être prophète chez soi, il faut aller prêcher ailleurs. Mais avant d'être prophète chez toi en allant prêcher ailleurs, il faut déjà avoir une communauté derrière toi ici. Et c'est ça, ce procédé-là que moi j'ai utilisé. Moi, j'ai commencé en 94 et en 98, j'ai mis en place mon plan de carrière sur 20 ans. Et je savais qu'il fallait d'abord que j'arrive à conquérir d'abord le territoire avant d'aller. Parce qu'en 98, j'ai commencé à sortir en 2003. Donc, est-ce que vous voyez un peu le temps que ça m'a pris pour pouvoir d'abord conquérir le public gabonais avant d'aller ailleurs? Parce que lorsque je suis ailleurs, ils vont appeler, ils vont savoir, vous connaissez un tel, oui, ils sont rassurés. Donc, même chez lui-même, il représente quelque chose. Donc, c'est important d'avoir déjà de la renommée en local. Justement. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui se disent qu'il faut être à l'étranger pour être reconnu par le Gabon? Mais moi, moi je pense que lorsqu'on est reconnu à l'étranger, ça apporte un plus. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, l'image que les gens ont de moi, c'est parce qu'ils savent que je suis à l'international. Ils m'ont vu à un niveau ici, j'ai brillé, tout ça, ils me connaissent tous. Mais de là à me voir maintenant sur Canal, faire des choses, ça a apporté une touche de plus, une considération en plus sur l'opinion que les gens avaient de moi. Donc, pour toi, l'international n'est qu'un plus? Oui, justement un plus. Pour moi, juste un plus. Et moi, je pense que c'est pas toujours facile. Même si on est déjà connu chez soi, la base pour moi, c'est d'avoir un plan de carrière. Un tableau de bord et de se dire que de telle période à telle période, voici ce que je veux faire. On a un plan qui part d'ici jusqu'à là. Maintenant, il faut trouver un échéancier sur lequel on va progresser petit à petit. Moi, il m'est arrivé d'atteindre cet objectif-là avant la date prévue. Mais ça, comment je fais pour le savoir? C'est parce que j'avais mis un échéancier. Je me suis rendu compte que je devais être ici en mai, mais en février, je suis déjà là.
Mais ça, c'est parce qu'il faut avoir un plan de carrière. Omar Defunzo, un homme bien organisé dans son travail, mais parlons de Omar Defunzo dans sa famille. Est-ce que c'est difficile de travailler comme tu le fais là et avoir du temps pour sa famille? Ça a été difficile au début et c'est ça aussi, c'est pourquoi je suis reconnaissant envers mon épouse, parce que ça a été difficile, elle ne comprenait pas pourquoi son mari n'est pas toujours là. Moi je comprends, vous les femmes, c'est vrai. Toutes les femmes sont à peu près comme ça, parce que quand des amis parlent de leur femme, je me dis, mais moi aussi je suis passé par là. Aujourd'hui on se comprend un peu mieux. C'est difficile et c'est des sacrifices aussi, et c'est pourquoi il faut avoir une femme qui te comprend aussi. Même si au départ c'est difficile. Ça n'a pas été toujours facile avec mon épouse, mais au fil du temps, elle a fini par comprendre pourquoi je n'étais pas toujours présent. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps. Je vais prendre une anecdote. Je n'étais pas là. Dans le mois, je pouvais être peut-être 5 jours au Gabon. Et tout le reste du temps, je suis au Congo, je suis au Bénin. Et ma femme toujours, même quand tu es là, tu n'es jamais présent. Parce que le soir, là, quand on va se coucher, moi à 3h, je me réveille pour aller sur mon ordinateur pour pouvoir travailler. Et donc, un jour, elle a même réuni mes parents, venez, parce que quand votre frère va tomber malade, on va dire que c'est moi, il ne dort pas, il n'est jamais là, mais même l'enfant ne le voit pas, tout ça, etc. Et puis arrive la période de Covid-19. Tout le monde est dans la crise. Et on va dire que j'avais pas presque, j'ai fait faillite, parce que pour supporter en confinement sans rien faire, on a dû épuiser les économies qui nous restaient. Donc, on est resté, c'est elle, à travers son petit salaire, qui subvenait maintenant en charge de la famille. Après, je lui ai posé la question. Tu préfères un mari qui n'est jamais là? Ou un mari qui et on ne manque de rien. Et un mari qui est toujours présent et on n'a rien. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle me dit, je pense que tu as raison. Et elle me dit, je n'imagine pas. Là, je suis stressé parce que je vis maintenant. Elle me dit, mon papa, tu es fort. Je ne savais pas que c'est ce que tu endures en tant que chef de famille. Donc, je pense que je tire un chapeau à mon épouse, à ma famille qui supporte au quotidien mes nombreuses absences, mais qui aujourd'hui, on comprend l'utilité de mon absence. Mais est-ce que tu as assez de temps avec tes enfants? Aujourd'hui, je leur accorde un peu plus de temps. J'avoue que je n'avais pas le temps pour ma famille proprement dit. J'étais toujours à la recherche de ce qui pouvait nous permettre de nous organiser, de vivre le mieux possible. Quelle est ton activité avec tes enfants? Est-ce qu'il y a une activité particulière que tu partages beaucoup avec tes enfants? En ce moment, je suis seulement avec ma fille. Le garçon, lui, là, à Port-Gentil. Et donc, souvent, quand on se retrouve, les activités, c'est l'écriture, la lecture. Parce que c'est une fille, il faut qu'elle affronte la société avec des armes. Il faut que je la prépare, qu'elle, en tant que fille, il faut qu'elle soit indépendante, il faut qu'elle soit une femme d'affaires, il faut qu'elle sache où elle doit aller, ce qu'elle doit faire. Donc les activités avec elle, c'est surtout l'écriture. Je lui partage ce que j'écris, je demande de lire et puis elle me dire ce qu'elle pense. Et elle m'a surpris un jour parce qu'en période de Covid, moi j'avais une petite série qui s'appelait Le Coach, où je dépeignais un peu les réalités de Covid-19, mais en tant que coach adapté à une équipe de football. Et puis un jour, elle me dit, mais papa, pourquoi moi si je ne tourne pas pour moi? Je lui dis, mais écris pour toi, moi j'écris pour moi. C'était juste pour la décourager. Mais le lendemain, elle est venue, elle m'a dit, papa, voici ce que j'ai écrit. On a tourné, on a fait 2 numéros de ce qu'elle avait écrit. C'était déjà quelque chose. C'était pas ça, j'ai apporté ma touche, mais au moins, elle avait déjà écrit quelque chose. Et ces vacances-ci, j'ai besoin qu'elle travaille, qu'elle soit au quotidien des tournages. J'ai écrit une série pour elle. Il faut qu'on tourne, il faut qu'elle travaille. Est-ce que tu lui apprends le pounou? Oui, je lui apprends le pounou. Chaque matin, quand on se réveille, Marambo, tiens, moi, Pessoaï, Mbelila Simam, elle connaît tout ça là. Et bon, il paie là. Est-ce que tu crois qu'elle va te suivre dans la comédie? Mais c'est la seule, moi j'étais surpris. Il faut dire qu'au départ, moi je n'avais pas dans ma tête faire des enfants-filles. Mais c'est... Oui, je ne sais pas. Oh. Moi je voulais des garçons parce que je me disais, c'est eux qui vont faire comme moi. Mais alors les garçons, ils sont totalement éloignés de ça.
c'est ma fille. Si je vous montre ce qu'elle fait en vidéo, c'est extraordinaire. On a participé à un festival international de films de téléphone. Et sur, je pense, 57 pays, on était parmi ceux qui ont été retenus pour prendre part au festival. Elle fait des sketchs à la maison, mais je sens que c'est elle qui pourra peut-être faire ça. Donc la relève arrive là. C'est pas totalement sûr, hein, parce que d'ici là qu'elle découvre la vie. Et c'est pourquoi avant qu'elle découvre la vie, il faut déjà la préparer à ce qui arrive. Voilà. Alors pour toi, la famille, c'est important. La famille, c'est important. La famille, c'est le socle. La famille, c'est la protection. La famille, c'est le réconfort. Normalement, une famille normalement constituée, c'est ton oreille, c'est ton oreiller. C'est lorsque tu as des gros problèmes, des graves situations, tu fais recours à ta famille. Quelle est la place de la tradition dans la maison d'Omar Defunzo? Ah, elle occupe la plus grande place. Pourquoi? Parce que ce sont nos valeurs, c'est notre passé, c'est notre présent et c'est notre futur. Aujourd'hui, on est un peu perturbé parce qu'on embrasse les cultures qui nous viennent d'ailleurs. Mais moi, je reste convaincu que si on est attaché à notre propre culture, à nos valeurs traditionnelles, on sera des hommes forts. Les pays qui se sont démarqués, c'est des pays qui sont restés ancrés dans leurs traditions. La Chine a conquis le monde entier, c'est par son art, donc le karaté, tout ça. Aujourd'hui, dans nos têtes, lorsqu'on croise un Chinois, on pense qu'il peut nous frapper, alors que ce n'est pas tous les Chinois qui font les arts martiaux. Aujourd'hui, lorsqu'on croise un Béninois, on se dit « Ah, le vaudou », alors qu'il n'est pas forcément initié au vaudou. Donc c'est un peu ça. Moi, je pense que restons attachés. Et moi, je suis fermement attaché à mes valeurs traditionnelles. J'ai grandi dans ça et je suis imperturbable. Alors, Omar Defunzo, on a un petit jeu pour toi. On va jouer quelques titres et puis tu vas un peu nous raconter des petites anecdotes ou nous raconter à quoi ça te fait penser. D'accord, allons-y. Dieu a donné la nourriture aux riches et l'appétit aux pauvres. Omar Defunzo Ngenge, Tarakuru. Alina Makiere, Alina Maneni. Je me présente Omar Defunzo Ngenge, chemin mondial professionnel reconnu par tous les États. Alors, et Popolo, raconte-nous d'abord l'histoire, comment tu écris le son et pourquoi tu décides de le chanter dans une langue différente. Moi, souvent, quand j'écris les chansons, je commence par le refrain. Soit c'est un rêve, mais c'est pas toujours facile parce que souvent je fredonne de belles mélodies dans le rêve, je me réveille et si je n'enregistre pas ça, je les perds et je reste vraiment très triste toute la journée. Mais ça, c'est en 2005 lorsque j'étais en voyage, j'étais allé jouer en Tunisie et donc je fredonnais le refrain comme ça. Et donc la communauté gabonaise disait mais c'est un bon refrain, chante ça. Et on a chanté Popolo, Popolo, maman. Et je leur ai dit, bon, dès que je rentre au pays, je vais faire la chanson. Quand je suis arrivé, j'ai créé les couplets et tout ça. Et le choix de la langue? Le choix de la langue, parce que souvent, même dans le cinéma aujourd'hui, j'ai envie de travailler dans des rôles de composition. Je n'ai pas envie qu'on me retrouve dans le domaine où on m'attend le plus. C'est comme dans le cinéma, mon premier court-métrage, c'était dramatique. Et d'ailleurs, je m'entretenais la dernière fois avec Dafresh et il me disait, mais pourquoi tu as choisi de faire un film dramatique alors qu'on te connaît dans l'humour? J'aime tenter des expériences, je n'aime pas rester dans ma zone de confort. Et donc, ça me faisait un exercice de plus pour moi de chanter en langue Obamba. On continue avec le prochain titre.
Moi, c'est surtout la partie de fais-moi la bise doucement. Raconte. Il faut que tu. Ça c'est un de mes sons préférés de la vie. Donc, il faut que tu me racontes l'histoire du titre là, obligé. Ok, ça c'est une chanson que j'ai écrite lors des moments les plus difficiles de ma vie. C'est vrai que ça procure beaucoup de bonheur, mais c'est une chanson très triste et souvent mes parents pleurent à chaque fois que je chante ça. Je l'ai composée lorsque j'ai perdu successivement ma mère et mes 2 grandes sœurs. Donc c'était Mohamou, c'est le cri. Adingane kolila wapinsema, adingane lilila wapinsema, ganumutu winkwa uliema. Donc je suis devenu seul parce que je trouvais que ce qui constituait mes piliers étaient en train de partir. Il ne m'en restait plus beaucoup et il fallait que je sois fort pour pouvoir remplacer ces piliers-là. Donc c'est à partir de là que j'ai écrit cette chanson. C'est pourquoi ça s'appelle Le Cri. Et du coup, un son triste, tu nous amènes du rythme dessus. Pourquoi ? Bon, parce que je ne voulais pas en même temps rendre les gens trop tristes. Je voulais faire divertir les gens dans ma tristesse à moi. Et souvent, je suis comme ça. Je n'aime pas partager mes moments difficiles. Et c'est comme ça que tu glisses. Jeune fille de l'école me demande 500 C'est pour apporter de l'ambiance. Mais est-ce que c'est du vécu ? Parce que je me suis toujours demandé, est-ce que c'est du vécu, la fille de l'école qui veut boire le petit coca ? Bon, souvent, c'est des petites chansons au village qu'on mettait, même ailleurs aussi à chanter. Moi, Nicolé, Yiumpego. Donc, c'est des petits bouts de chansons comme ça que j'ai complétés dans la chanson pour pouvoir agrémenter, pour que ça ne soit pas vraiment trop triste. Et là, j'ai choisi un dernier son parce qu'il porte aussi le même nom que toi. C'est aussi un de tes homonymes ici au Gabon. On écoute et puis tu me dis ce que tu en penses. Mistral classique, l'écrasement. Omar Ben Salah. À vous donner le son du chien, il n'oubliera jamais son os. Le champignon qui pousse là, il y avait une toilette. Il n'y a qu'un étranger pour venir le manger. Oh, ça, c'est pas vrai. N'est-ce pas, Dravi, Dimitri, la mécanique. Attends, qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Ça, c'est pas vrai. Moi, le champignon, même si je vois que c'est à côté du toilette, moi, je vais manger ça. Non, parce que moi, je n'ai pas la même vision que beaucoup d'autres. Moi, je mange les poissons de Mbatavea, par exemple. Ah bon ? Oui, je mange ça. C'est pas dangereux Ce n'est pas dangereux parce qu'en réalité, chaque organisme rejette ce qui est mauvais pour son corps. Moi, je mange les escargots, par exemple. Okay. Mais ce qui est peut-être répugnant, qui n'est pas... Par exemple, mon manager... Un jour, il m'a accompagné, on était chez un ami. Et le seul menu, c'était les escargots. Oh non. Ouais, il est resté, il n'a rien mangé du tout. Et là, vraiment, c'était pas mon problème, ça. Non, moi, je vais du principe que déjà, tout ça aussi, c'est culturel. Les gens ne mangent pas les escargots parce que c'est pas peut-être dans nos mœurs, c'est pas dans nos cultures. Mais c'est plus en Afrique de l'Ouest que j'ai vu. Oui, mais moi je vais du principe que ce qui apporte du bonheur au corps, parce que souvent on mange seulement mais on ne se nourrit pas. Alors que les escargots ont des vertus même médicinales. Allez dans les hôpitaux, je ne sais pas combien de Béninois vous allez voir hospitalisés pour l'hypertension, tout ça. C'est nous là qui mangeons le poulet. Là. Tu vas aller nous voir là-bas à l'hôpital. Oh, là, tu me vois, là, la tension m'a attaqué hier. À cause du poulet. C'est parce qu'on ne donne pas au corps ce dont il a besoin. Et les escargots, par exemple, et les champignons, les excréments, par exemple, ça représente des engrais naturels. Et d'ailleurs, vous voyez que... C'est utilisé même par les agronomes. Mais même dans les gâteaux, c'est utilisé. Depuis qu'on a attrapé le gars qui faisait ça au Lumi, les résultats ont baissé. Donc, c'est important. C'est important. Vous voyez, par exemple, l'actualité, porte à poti, ça crée de la richesse. Hier ou avant, lundi, c'était la journée mondiale du caca. Donc, si on consacre toute une journée pour célébrer les matières fécales, il faut dire que c'est très important. On va vous dire que les gens vont manger les cotises du gars là. En réalité, c'est parce qu'il met ça dedans, c'est que c'est bon. Faut plus qu'on gaspille ça. On doit mettre ça au congélateur, on préserve. Ça, c'est bon. Moi, mon père, par exemple, il prenait. Lorsqu'il allait planter les arbres fruitiers, surtout les avocats et les atangas, on prenait les excréments bien
bien dosé là. Pas en liquide, hein, mais vraiment en solide. En solide. Et il fallait voir les productions de ces fruits-là, les atangas là, c'était comme du beurre. En pour nous, Abedja, bon, moi, Moubinga, Kouleva aussi. Ok, un dernier mot pour nous parce que nous sommes arrivés au terme de notre interview. Omar. Merci à Akoum Radio pour tout le travail que vous faites pour l'art et la culture africain. Et continuez sur cette lancée-là. Moi, c'est un plaisir. Je connais votre directeur général. Je l'ai connu dans un forum et c'est quelqu'un de bien. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de faire un petit bout de chemin ensemble et de voir qu'aujourd'hui, il a la tête de cette radio qui fait la promotion de l'art et de la culture africaine. Je pense que nous, notre devoir, c'est de pouvoir vous accompagner. Tout ce que je vous souhaite, c'est longue vie, que vous continuez à produire des émissions de qualité, que vous continuez à divertir, éduquer les populations, sensibiliser. Merci. Merci. C'était Omar Defunzo Ongenge qui était au mic avec Miss Bouloualou. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview la semaine prochaine. Et d'ici là, restez toujours connectés sur les 98.3 à Libreville ou encore sur akoumradio.fm. Bisous.